Le journal sur RTI 1, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le sommaire de cette édition. Avant Bouaké, jeudi, les festivités de l'indépendance s'ouvrent sur la cérémonie de remise du prix national d'excellence. L'édition 2025 a distingué hier les performances de 74 hommes, femmes et organisations. Un prix d'exception sur lequel nous revenons dans ce journal. Également dans cette édition, le rapport final de la 6e conférence mondiale des présidents de Parlement. Les présidents des deux chambres parlementaires de Côte d'Ivoire prenaient part aux assises. Le rapport final porte sur le thème « Innover pour un avenir pacifique » et élaborer de nouvelles solutions pour un monde en proie aux turbulences. Et nous parlerons dans cette édition également de l'affaire Maurice Kamto devant le Conseil constitutionnel du Cameroun. La décision est renvoyée à ce mardi après-midi. Le verdict sur la candidature de l'opposant est différé, contrairement aux autres dossiers qui ont été traités séance tenante dans la matinée d'hier. Bienvenue à tous. La session 2025 du prix national d'excellence a livré tous ses résultats. 74 personnalités physiques, morales et organisations ont reçu les honneurs de la nation pour leur performance dans leur domaine d'activité. 74 élus sur 4507 candidatures reçues. Le président de la République rend hommage à leur participation active à l'édification d'une Côte d'Ivoire prospère, solidaire et fondée sur le mérite. Une 12e édition du prix national d'excellence d'exception. Suivons ce compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Ce sont les meilleurs dans leur secteur d'activité pour cette année 2025. Éducation, fonction publique, sport, culture, communication. 74 catégories primées pour cette 12e édition du prix national d'excellence. Ce lundi au palais présidentiel, ils ont tous voulu immortaliser ce moment de reconnaissance nationale avec le couple présidentiel. Une très grande émotion de recevoir ce prix et d'être aux côtés du chef de l'État et de sa première dame. Il y a vraiment la promotion de l'excellence, l'inclusion. Vous voyez, tous ceux qui ont été nominés, tous les lauréats sont de partout dans la Côte d'Ivoire. C'est vraiment l'excellence et c'est de ça qu'on a besoin. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Les lauréats repartent chez eux avec un trophée, un diplôme et un chèque de 10 millions de francs CFA. Le prix national d'excellence 2025 a enregistré une participation record de 4507 candidatures, signe de l'engouement des populations pour cette vision du chef de l'État déployée depuis 2013. Excellent Monsieur le Président de la République, les lauréats de cette 12e édition de la Journée nationale de l'excellence sont tous unis par un dénominateur commun, à savoir le choix de l'excellence comme itinéraire personnel. En récompensant aujourd'hui leur contribution remarquable au développement de notre pays, nous réaffirmons notre soutien à vos efforts en faveur de la construction d'une société de mérite. Au terme des travaux, les comités techniques n'ont pas pu dégager le consensus nécessaire pour décerner 13 prix, matérialisant ainsi la rigueur d'analyse et de responsabilité dans le processus de sélection. Les lauréats que nous avons l'honneur de vous présenter à cette édition 2025 comprennent 40 personnes physiques et 34 personnes morales. De 2013 à 2024, le prix national d'excellence a permis de mettre sous les feux des projecteurs 912 lauréats issus de 153 structures publiques, 293 hommes et 151 femmes de valeur qui ont contribué au développement de notre pays en se distinguant de façon qualitative. À travers cette journée nationale de l'excellence, nous honorons ceux qui incarnent l'abnégation, la persévérance, l'innovation et l'intégrité. Nous voulons que chaque exemple de réussite soit une source d'inspiration pour nos jeunes générations. Que chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien réalise que le travail bien fait dans la constance et l'abnégation conduit à des résultats remarquables et durables. Nous devons cultiver en chacun de nos concitoyens le désir d'être le meilleur dans ce qu'il fait.
C'est ainsi que nous parviendrons à édifier une société compétitive, une nation capable de se hisser au sommet dans tous les domaines. Les innovations introduites dans la gouvernance du prix, notamment l'ouverture des candidatures en ligne et les tournées d'explication, méritent d'être consolidées afin de permettre à l'ensemble de nos compatriotes, en particulier ceux des villes de l'intérieur et des villages ainsi que ceux de la diaspora, de valoriser pleinement leurs talents. Le président de la République invite les lauréats à demeurer des modèles pour la société. Nous sommes fiers de vous. Je vous encourage à persévérer dans vos efforts et à demeurer des modèles en vous appuyant sur vos qualités personnelles, aujourd'hui récompensées. Vous devez toujours avoir le souci de faire mieux pour refléter en toutes circonstances les valeurs d'exemplarité et d'excellence. Le chef de l'État, pour finir, donnait rendez-vous aux populations pour la grande célébration de l'indépendance le 7 août prochain dans la ville de Bouaké. Mais avant Bouaké, voyons un peu plus l'excellence ivoirienne qui est mise sous les projecteurs par cette cérémonie de remise de prix, du prix d'excellence, prix national d'excellence, des prix pour des initiatives qui créent, qui bâtissent et qui apportent l'innovation dans notre société en perpétuelle évolution. Un soutien aux actions de développement du gouvernement. Les lauréats sont chefs d'entreprise, start-upers, industriels, que des profils de mérite qui sont promus par cette cérémonie solennelle. On en parle avec Mahama Traoré. Sur les 74 distinctions remises ce lundi, 15 sont revenues à des entreprises privées. Et c'est sans compter les entrepreneurs primés individuellement pour le sens du management. C'est le cas d'Alain Kouadio et de Yacouba Koné, lauréats des prix de meilleurs chefs d'entreprise, respectivement catégorie champion national et catégorie jeune. On est dans un pays dans lequel le travail est reconnu. Et le prix que je viens de recevoir aujourd'hui est la reconnaissance de cet effort-là. Et donc j'encouragerai mes frères et mes sœurs, d'une part, à entreprendre, à persévérer. Et forcément, ils rencontreront le fruit de leur travail. C'est le travail bien fait, l'excellence, la qualité, les travaux exécutés dans le délai et dans le temps, et la perfection des travaux. À l'image d'Alain Kouadio et de Yacouba Koné, l'État reconnaît également le mérite de ces Ivoiriens qui ont choisi le difficile milieu des affaires, une aventure souvent périlleuse mais qu'ils réussissent à arpenter à force d'abnégation et de génie, créant ainsi des centaines d'emplois et de la richesse. Auréolés ce lundi du prix d'excellence du président de la République, ces hommes et femmes d'affaires s'imposent désormais comme ligne de conduite l'exigence du devoir et surtout d'un résultat de qualité. Ce prix a deux significations. Reconnaître nos mérites, mais en même temps mettre une pression de qualité pour que nous demeurions toujours dans le top. Nous sommes une moyenne entreprise, donc nous devrons bosser assez dur en respectant les délais avec des travaux de qualité afin que nous franchissions le second palier pour être inscrits dans les championnats nationaux, pour bénéficier aussi des opportunités que l'État de Côte d'Ivoire nous offre. C'est un prix de reconnaissance qui veut dire que l'entreprise est une entreprise responsable, c'est-à-dire l'entreprise qui est une entreprise citoyenne, qui respecte toute la réglementation, qui respecte son personnel, qui respecte tous ses engagements environnementaux. Ça nous encourage à faire beaucoup plus. Soulignons que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est associée à la désignation des acteurs méritants issus du monde des affaires, un autre pan du partenariat gagnant que l'État entend consolider avec le secteur privé. Ce prix national d'excellence, c'est un trophée, un diplôme et 10 millions de francs CFA pour des personnalités qui portent le fardeau du progrès de la Côte d'Ivoire. Et le prix à la main, ils s'expriment leurs premières émotions au micro de nos reporters Mahama Traoré et Alexis Ouetraogo. Surtout redoubler d'efforts et être encore meilleur, en fait. Inspirer les collègues, inspirer la jeune génération. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau souffle, c'est un nouveau début. C'est une grande responsabilité pour nous en Côte d'Ivoire, pour la gente féminine, mais aussi pour toute la jeunesse. De formation, je suis financier et par amour, je suis arrivé au cinéma. Et aujourd'hui, arriver à ce niveau où j'ai le prix d'excellence, c'est-à-dire le plus grand prix qui puisse exister dans ce pays, c'est
c'est gloire à Dieu. C'est le summum, ça il faut le dire et voilà, je le reçois avec beaucoup de plaisir, je suis touchée, je suis honorée et ça me fait penser que chaque pas, chaque action menée paye. Ce n'est pas l'aboutissement d'une carrière, c'est bien sûr le début d'une nouvelle étape de notre vie professionnelle. Je considère ce prix comme une invitation à faire mieux que ce qu'on a déjà fait. Aujourd'hui, je veux dire merci à mon pays, la Côte d'Ivoire, qui a reconnu le peu de mérite que je puis avoir d'un point de vue professionnel. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné durant ce parcours. Je veux penser évidemment à ma maison, la RTI, dans laquelle j'ai fait quand même 6 années de ma vie. Je veux être reconnaissant effectivement à cette école qui m'a permis d'avoir les prémices de ce que je fais aujourd'hui. Voilà un prix, le sommet des récompenses du mérite en Côte d'Ivoire. Et sur un autre sommet, les parlementaires sont aussi engagés sur l'élan de l'innovation dans un cadre plus large, cette fois celui d'innover pour un avenir pacifique, élaborer de nouvelles solutions pour un monde en proie aux turbulences. C'était la thématique de la 6e conférence mondiale des présidents de parlement tenue récemment à Genève, en Suisse. Les conclusions sont rapportées par Walter Amadou Ouattara. Ces 3 coups de maillet mettent ainsi fin à la 6e conférence des présidents de Parlement. 72 heures ont permis aux participants, tous membres de l'Union interparlementaire qui prône la démocratie pour tous, de faire des propositions en faveur de plus de paix dans le monde. Nous sommes parvenus à la conclusion que la construction d'un monde plus pacifique, plus juste et plus prospère nécessite les grandes transitions politiques ci-après. Assurer le respect total et constant du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies, y compris la souveraineté, l'intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Mettre en place des institutions solides, transparentes et redevables pour maintenir la paix et la justice. Donner la priorité à la prévention des conflits et investir dans ce domaine. Mais avant cette déclaration, l'honneur est revenu au Sénat de Côte d'Ivoire de faire le point du rapport relatif au débat sur le thème « Innover pour un avenir pacifique, élaborer de nouvelles solutions pour un monde en proie aux turbulences ». Les participants ont demandé le rejet de toute complicité dans les ventes d'armes qui alimentent les conflits et ont encouragé les parlementaires à promouvoir une véritable économie de la paix. L'intelligence artificielle en particulier a été maintes fois mentionnée car elle soulève de nouveaux enjeux éthiques et de gouvernance. Les parlementaires ont été appelés à adopter des lois garantissant transparence, protection des données et contrôle démocratique. La paix exige du courage, de l'inclusion et des actions concrètes. À nous, parlementaires, d'incarner le changement et de montrer l'exemple en traduisant le droit international dans nos lois, en renforçant la cohésion sociale et le dialogue avec les citoyens, en dotant nos États d'institutions solides et en rejetant la violence comme option. L'Union interparlementaire, UIP, existe depuis 36 ans. Elle a pour ferme conviction que le dialogue et la diplomatie sont de meilleurs outils que les balles et les bombes pour résoudre les conflits dans le monde. Et revenons à l'actualité en Côte d'Ivoire qui s'écrit déjà depuis quelques jours autour de la ville de Bouaké. Et à Bouaké, aujourd'hui, c'est le marché de gros qui nous livre son histoire, un atout économique majeur pour la ville. Il est bâti sur 28 hectares et est mis en service en 1998. Et depuis, c'est une plaque tournante du commerce du vivrier au plan national et même sous-régional. Le marché de gros collecte à lui seul en moyenne 350 000 tonnes de vivriers par an pour 6 000 emplois générés par jour. Et à ce chiffre s'ajoutent les quelques 10 000 petits métiers connexes. Suivons ces images de Soro Corona. Bâti sur une superficie de 28 hectares, dont 14 utilisés et les 14 autres servent de réserve foncière. Le marché de gros de Bouaké est la plus grande plateforme de collecte et de redistribution des produits vivriers
en Afrique de l'Ouest. Avec ses 500 magasins, le marché de gros a pour première mission de redistribuer les produits vivriers aux autres régions du pays et à quelques pays limitrophes. Ces missions tournent autour de la facilitation de la distribution de produits vivriers et par leur mise en marché. Et ces missions concernent aussi l'accompagnement de l'État dans sa politique de lutte contre la vie chère et de sécurité alimentaire. Mise en service le 16 avril 1998, le marché de gros, au fil des années, s'est positionné comme le pilier essentiel du commerce du vivrier. La filière Igname est l'une des filières les plus dynamiques avec des activités sur pratiquement toute l'année. Quand les ignames viennent ici, nous les trions. Il y a des ignames qui sont destinés pour le Mali, la Sawa, le Pona pour Abidjan, San Pedro, Daloa, Man. En termes de flux d'abord, de volume qui transit par le marché de gros, nous sommes à 350 000 tonnes de produits vivriers. Et vous avez à peu près 2000 tonnes d'igname qui transitent mensuellement par le marché. La filière oignon, quant à elle, rencontre quelques difficultés. Cette qualité que vous voyez sur le marché maintenant, elle couvre 8 mois de l'année sur le marché. Et le reste des 4 mois de l'année, c'est l'oignon qui nous provient de la Hollande. À cause de la situation de crise dans nos pays où ça provient, la distance est devenue un peu très longue et l'oignon supporte difficilement le trajet. Cette plateforme est une infrastructure pourvoyeuse d'emploi, avec 6 000 commerçants qui travaillent quotidiennement et 10 000 autres personnes font des petits métiers connexes. Quand vous faites le tour du marché, vous voyez les braves femmes qui sont derrière moi, qui sont en train de faire quelque chose, ainsi que les jeunes qui viennent même jusqu'à de la sous-région pour venir travailler pendant la campagne. Grossistes, demi-grossistes et détaillants tirent profit du marché de gros. En plus de ces grossistes-là, il y a les demi-grossistes qui sont là, qui se sont installés dans les petits marchés, dans d'autres quartiers, qui viennent aussi se ravitailler. Les commerçants appellent au retour des filières dites sinistrées pour la vitalité du marché de gros. Les filières sinistrées, la filière coco, la filière banane, la filière manioc et la filière légumes. Il y a des politiques qui sont menées afin que ces filières-là puissent réintégrer le marché de gros. Mieux, le gouvernement et le conseil d'administration du marché projettent une extension. Le plan stratégique que nous avons développé, c'est un plan d'à peu près 22 milliards de francs CFA. Voilà. L'État a déjà dégagé plus de 4 milliards pour construire des infrastructures. Et en plus de cela, l'État est en train de structurer des projets en partenariat public-privé. Vu son étendue, ses activités, les emplois et revenus générés autour de ces 500 magasins, le marché de gros est un atout majeur dans l'économie locale. Et c'est connu, les infrastructures attirent les populations au point de faire de Bouaké la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, la deuxième ville la plus peuplée après la ville d'Abidjan. Alors qu'on parle encore d'exode rural, il nous vient une question, comment s'organise l'urbanisation de Bouaké? On le voit dans ce rapport de Boubacar Silla et Kader Sokotoko. L'urbanisation galopante transforme les villages en quartiers. Un phénomène courant dans de nombreuses régions. L'urbanisation galopante fait référence à une croissance rapide et incontrôlée des villes, souvent accompagnée d'une expansion rapide de leur superficie et d'une augmentation de leur population. Ce phénomène se traduit par une transformation rapide des paysages ruraux en environnements urbains, souvent de manière désordonnée et avec des conséquences négatives sur l'environnement et la qualité de vie. Il y a des lotissements qui ont été faits par l'administration qu'on appelle le lotissement administratif. C'est l'exemple peut-être de Tchelekro, de Kennedy vis-à-vis des textes du domaine du foncier. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on voit que la ville s'étend sans limite. À Congo-Denkro, Kwasi-Blokro, Golikro, Yaokofikro, communément appelé Tchelekro, et bien d'autres villages, l'arrivée de nouvelles infrastructures de logement et de commerce transforme radicalement le paysage et la vie quotidienne de ses habitants de Bouaké. Le village aussi s'est développé en un temps record par rapport au traçage de l'autoroute. Autrefois, il était difficile de se déplacer. Il n'y avait pas d'école et aujourd'hui, on a la Sotra. Il y a la PSP qui est là. On vient d'avoir un deuxième château encore. Cette urbanisation
galopante a permis aujourd'hui à beaucoup de fonctionnaires d'avoir un toit. L'étalement urbain peut entraîner la disparition de terres agricoles, la fragmentation des habitats naturels et impacter l'environnement. Nous avons des problèmes. Les cultures que nous connaissons ici sont en train d'être ravagées par une urbanisation pas normale. L'urbanisation peut aussi créer des emplois, stimuler l'économie et offrir de nouvelles perspectives de développement. Nous les jeunes, pour s'amuser, on sortait pour aller en ville. Mais aujourd'hui, on a plusieurs espaces pour vraiment amuser la jeunesse. Ce qui est bien maintenant, on a des poissons frais, on peut payer ici parce qu'on a des poissons de l'île ici. Selon le directeur régional du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisation, cela nécessite une planification urbaine. S'il y a une entité qui a le souhait de réaliser un lotissement, les textes sont clairs, c'est de faire la démarche de l'obtention de l'autorisation de loti et de déposer le dossier en bonne et due forme pour son approbation. Il faudrait que ça soit dans les règles de l'art, sinon nous sommes obligés d'agir et de mettre fin. Et nous avons la possibilité, en cas de résistance, de porter plainte au tribunal contre l'opérateur et l'ensemble des personnes qui les accompagnent. L'urbanisation des villages est un processus complexe qui nécessite une gestion réfléchie et une approche durable pour assurer un développement harmonieux et équilibré. La Boaké est un exemple aussi pour les autres villes et c'est l'ambition d'ailleurs de l'État de Côte d'Ivoire d'ériger plusieurs moteurs de croissance comme ce qu'on vient de voir. Le potentiel du district autonome de la vallée du Bandama est en cela rendu accessible aux investisseurs. L'objectif c'est d'attirer les capitaux, valoriser les richesses locales et construire un avenir durable. Un forum économique inédit est d'ailleurs annoncé pour le mois de septembre, un événement stratégique que nous présente cet élément de Jean-Louis Gbangbo. C'est ici, au cœur battant du pays, que se lève un nouvel espoir de développement économique. La vallée du Bandama, avec Boaké comme pôle régional, se positionne comme un territoire d'opportunités prêt à accueillir les investissements stratégiques de demain. Le forum Investir dans le district autonome de la vallée du Bandama se veut un carrefour d'échange entre acteurs publics, privés et partenaires techniques. Son objectif, connecter les ambitions locales aux expertises globales pour accélérer la transformation structurelle de l'économie. Les investisseurs aiment venir investir quand il y a des études, quand il y a des documents qui permettent en fait d'élaborer des projets et des fiches projets. Et de ce moment-là, c'est plus facile pour les investisseurs de venir investir et financer des projets. Avec son positionnement géographique stratégique, une main-d'œuvre jeune et dynamique, des terres agricoles fertiles et une volonté politique affirmée, la vallée du Bandama offre un terreau propice aux investissements durables. Ces deux régions, le Boaké et le Hambol, c'est plus de 2 millions d'habitants, c'est 9% du territoire ivoirien et c'est beaucoup de richesses que nous voulons présenter sous forme de projet avec la contribution du CBC aux investisseurs privés, qu'ils soient nationaux, sous-régionaux ou internationaux. Investir dans la vallée du Bandama, c'est faire le pari de la rentabilité et de l'impact. C'est une exhortation à croire à un avenir partagé où chaque franc investi construit un avenir durable pour la Côte d'Ivoire. Une autre stratégie rentable et profitable au développement économique, c'est l'économie bleue. On en parle avec Jean-Louis Gbangbo. Promouvoir une agriculture respectueuse des sols, de la biodiversité et des réalités locales, c'est le sens de cette journée de réflexion scientifique sur l'agroécologie et l'agroforesterie. Nous avons initié cette journée de réflexion pour montrer combien de fois il est important aujourd'hui
de passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture écologique. Les discussions ont porté sur l'efficacité agronomique de ces intrants naturels, leur impact sur les rendements, la santé des sols et la valorisation des déchets organiques. Nous constatons plus de maladies qui sont dues à l'accumulation de pesticides de synthèse dans l'organisme et donc l'utilisation de l'agroécologie, l'agroforesterie permettrait d'effectivement réduire cette quantité d'éléments chimiques au sein des denrées alimentaires et donc contribuer à la santé même de la population et de l'environnement. L'enjeu est clair, accélérer la transition agroécologique sur le continent tout en préservant la biodiversité. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, mais il faut oublier la base vraiment de l'agroécologie qui est la création d'un écosystème dirigé vers la production agricole. Et pour vraiment recréer cet écosystème, ça va partir de recréer un sol vivant, riche en matière organique. Et sans cette base-là, tous ces produits qu'on va utiliser ne seront pas à l'optimum de leur efficacité. Ces acteurs tracent la voie vers une agriculture plus équilibrée, porteuse d'avenir pour les générations futures. L'avenir se cultive autrement avec des innovations vertes, comme nous l'a rapporté cet élément sur l'agriculture responsable, une solution pour le développement. Il faut moins de chimie et plus de nature, comme ces liens humains à préserver au fil des années académiques à l'INPHB de Yamoussoukro. Les anciennes étudiantes de cette université s'unissent pour inspirer, orienter, mais aussi réseauter. Un retour sur leur dernier rassemblement, le brunch des femmes polytech, avec Ismaël Evradeo, Sephora Zegui et Abdoulaziz Ganiyou. Elles occupent de hauts postes dans l'administration publique et privée ivoirienne. Docteurs, directrices et chefs d'entreprise, elles ont en commun l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Réunies au sein de la grande famille alumni des femmes polytech, elles se retrouvent le temps d'une journée. À l'ordre du jour, le lancement de l'initiative Femmes Polytech en réseau. Pour soutenir l'action, ce réseau de femmes peut s'appuyer sur la direction de l'établissement, mais aussi sur la ministre de la Culture et de la Francophonie Françoise Remarque, elle-même issue de cet établissement. Baptisé le brunch des femmes polytech première édition, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités de l'association du réseau des anciens de l'INPHB. Elle se veut un cadre d'échange stratégique de valorisation et de mobilisation autour du leadership féminin et de l'engagement communautaire. Et un autre événement participatif et interactif, il s'agit des préparatifs pour le jeu concours Pépite 2025. Les différents candidats ont participé à une formation riche et interactive autour de 5 modules essentiels à leur développement. Le point avec Michel Mambo-Sogodogo. Ils seront bientôt face à un grand jury pour présenter leur projet d'avenir. Ces élèves issus des classes de seconde, première et terminale d'Abidjan et des villes de l'intérieur, présélectionnés pour prendre part à la 2e édition du jeu concours scolaire Pépite, se donnent les moyens de présenter le meilleur pitch de projet d'avenir. Un pitch déterminant pour la suite de leur cursus scolaire. J'ai décidé de participer au concours Pépite Yes Africa 2025 afin de financer mon projet d'études. Je veux terminer mes études au Canada et ce programme va me permettre de faire une immersion dans le métier de mon choix, d'acquérir de l'expérience aussi. Une formation initiée par Yes Africa, porteur du projet. Au programme,
team building, option d'études, élaboration d'un projet professionnel et recherche de financement. Cette année, nous avons eu plus de 3000 inscrits, parmi lesquels nous avons retenu une soixantaine qui sont en ce moment en train de participer à des modules de formation qui, à terme, leur permettra de pouvoir d'abord se connaître, pouvoir construire un projet d'avenir solide. Nous aurons une deuxième phase où les enfants iront en immersion en entreprise pour pouvoir se frotter aux métiers qu'ils voudront embrasser plus tard. Les participants ont également bénéficié de conseils avisés. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des enfants qui sont encore très consciencieux, qui sont très intelligents, des enfants qui ont ici minimum 14-15 de moyenne, voire ils vont vers les 17 et les 18. On ne peut que les encourager. Lancée le 28 mai 2025, la finale du jeu concours scolaire Pépite est prévue pour le 16 août prochain. Et information du Cameroun à présent où la décision du Conseil constitutionnel est très attendue cet après-midi sur l'affaire Maurice Kamto, renvoyée à ce mardi 5 août, normalement à 15h. Cette affaire, donc, cette décision cristallise toutes les attentions nationales et ce renvoi de la décision est intervenu après 4 heures de plaidoyer consacré donc aux avocats de l'opposant du Cameroun. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtiplay.ci et le prochain journal est à 20h avec Marie-Laure Ngoran. Rendez-vous demain à 13h.